Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais l'introduction du projet 6 de la formation développeur web de Open Classroom intitulé Construisez une application sécurisée pour une application d'avis gastronomique. Dans cette vidéo, comme dans la plupart de mes vidéos d'introduction, je vous fais une description du contexte dans lequel vous êtes immergé au sein de cette mission, les ressources qui vous sont mises à disposition. Ensuite, je passe au cours où je vous donne mon point de vue sur l'ordre d'importance dans lequel vous devriez suivre ces cours. Ensuite, je vais vous faire un résumé de chacun de ces cours en faisant une courte description des parties qui y sont développées. Après, je passe aux ressources où je vous décris l'utilité de chacune des ressources qui sont présentes, les points d'importance, ce qu'il faut comprendre et quels peuvent être les liens de ces ressources avec les cours ou la mission. Après ça, j'installe avec vous le projet. Donc généralement, ça passe par créer un repository sur GitHub, le cloner sur votre ordinateur, implémenter les différentes ressources qui vous sont mises à disposition dans cette mission, les installer et démarrer le projet dans les meilleures conditions, je dirais. Donc, on a fini d'installer, je vous fais un petit topo où je rentre un peu plus dans le code des ressources qui vous sont données, que ce soit les ressources sur GitHub où je rentre un peu dans le code et je vous l'explique, ou les spécifications techniques ou le step by step. Après, en dernière partie, je vous donne une liste de ressources que je juge utiles, moi, pour ce projet, que ce soit des ressources sur votre téléphone à installer via les Play Store, App Store, ou des plugins pour le navigateur, ou des extensions pour VS Code, ou des logiciels pour votre ordinateur, ou plein d'autres choses, des liens sur Internet, ou des choses comme ça. Comme ça, après, vous avez tous les outils pour guéroirer sur ce projet. Alors, dans cette mission, vous êtes immergé en tant que développeur PAG 1 indépendant et sur votre plateforme de freelance, vous recevez un message de l'entreprise piquante qui souhaite surfer sur la vibe créée par la série YouTube Hot Wipes concernant les sauces piquantes. L'entreprise souhaiterait que vous implémentiez une API REST pour son application web qui s'appellerait HotText. Alors, la responsable produit de la marque Piquante voit les choses à long terme, mais souhaiterait dans une première version avoir une simple galerie de sauces piquantes ayant pour fonctionnalité principale de liker et disliker les sauces et de permettre à ses utilisateurs de les partager en créant de nouvelles sauces sur la plateforme. Donc le front-end est développé avec Angular et vous êtes engagé pour développer et construire l'API de cette application web. Les délais sont raisonnables, vous acceptez le challenge. Vous rentrez en contact avec Paula, la responsable produit, et elle vous envoie ce mail. Elle vous met en lien des ressources comme le repository de l'application front-end et les spécifications techniques qui ont été élaborées par ses soins. Donc le point principal qu'elle met en exergue, c'est la sécurité. Donc elle vous prévient qu'elle a été récemment victime d'attaques sur son site web et qu'elle souhaiterait que l'API soit sécurisée, notamment pour les mots de passe concernant ses utilisateurs. Alors en dehors de la mission, vous avez aussi dans ce projet un step-by-step qui vous aidera à mener à bien votre mission, bien entendu. Alors, en fin de vidéo, nous verrons ensemble les différentes ressources, que ce soit le repository, les spécifications techniques ou le step-by-step. Donc voilà pour la présentation de la mission. Je vais maintenant vous présenter les cours et les ressources. Alors, je vais commencer par les cours. Donc, ce projet P6 est un peu l'inverse du projet P5, dans le sens que dans le P5, vous travaillez dans le front-end sans savoir qu'est-ce qui se passait dans le back-end. Et là, vous travaillez dans le back-end sans vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans le front-end. Donc, c'est un peu diamétralement opposé, même si ça travaille sur la même technologie JavaScript. Alors, dans ce projet, vous avez 3 cours. Le premier que je vous recommande de faire, c'est passer au full stack avec Node.js Express et MongoDB. Donc, ce cours est accompagné d'un fil rouge, c'est-à-dire d'un repository GitHub que vous devrez cloner et aussi de screencasts qui vous permettent de facilement réaliser les différentes parties du fil rouge. Donc, pour parler plus concrètement, ce cours vous permet de créer le serveur Node.js, d'implémenter à l'intérieur du serveur le module Express, qui lui va permettre d'intégrer un modèle de base de données, des contrôleurs et des routes. Donc, le modèle de base de données, c'est MongoDB. Le contrôleur, ce sont des fonctions qui permettent d'interagir avec la base de données. Et les routes, ce sont des endpoints que l'on rentre dans l'URL pour accéder aux fonctions qui vont manipuler la base de données. Et en plus de ça, certaines parties du fil rouge vont mettre l'accent sur la sécurité pour entrer des données dans la base de données et établir des connexions sécurisées entre la base de données et l'utilisateur à l'aide de tokens d'authentification. Donc ça, c'est pour le premier cours que vous devez faire. Moi, je vous conseille de créer un repository sur GitHub pour le cours du P6 concernant le full stack.
Et à chaque chapitre du cours, vous essayerez de faire un petit commit. Comme ça, vous gardez une petite trace étape par étape de ce cours. De toute façon, vous allez devoir utiliser l'entièreté de ce cours pour réaliser l'application de la sauce piquante. Donc, le deuxième cours que je vous conseille de suivre, c'est celui sur adopter les API REST pour vos projets web. Pourquoi? Parce que celui-ci vous donne les perspectives de compréhension de ce projet, puisque ce projet est axé sur l'implémentation d'une API et ce cours vous explique qu'est-ce que c'est qu'une API. Donc, il y a aussi des screencasts, des parties pratiques que vous allez réaliser pour vous permettre d'ingurgiter toutes ces informations et de les mettre en pratique, surtout pour vous en rappeler sur le long terme. Et dans une brève description, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce cours. Et enfin, le cours sur sécuriser vos applications avec le WASP. Donc, le WASP, c'est une réglementation, un peu comme la RGPD ou la WCAG qu'on a vu dans le projet 4, qui vous permet de mettre en place des règles, des bonnes pratiques pour sécuriser l'implémentation d'une API ou d'un serveur. Établir des connexions sécurisées entre l'utilisateur et le serveur. Donc, pour les deux cours Full Stack et API REST, il y a des screencasts. Donc moi, je les ai compilés et j'en ai fait des vidéos d'une traite. Je mets à disposition dans les descriptions de ces vidéos. J'ai rassemblé tous les screencasts du cours sur l'API REST et j'ai fait une deuxième version juste avec les screenshots de la deuxième partie où vous faites un exercice sur GitHub où vous lisez, créez, updater et deleter, supprimer un repository en tant qu'exercice. Et dans les screencasts full stack, je les ai aussi compilés. Donc ça vous permet de ne pas passer de page en page et de suivre de manière continue tout le développement de ce cours. C'est pratique, je pense. Donc voilà, ça c'est dit. Je vais rentrer peut-être un peu plus en détail sur chacun de ces cours. Donc sur les trois parties de ce cours, il y en a quatre. La première partie vous définit qu'est-ce que c'est qu'un serveur node, qu'est-ce que c'est qu'une application express et comment on crée des verbes HTTP au sein d'une application express, donc get et post en l'occurrence. Dans la deuxième partie, vous interagissez avec la base de données. Donc, vous devez créer un compte sur MongoDB et créer des données, les supprimer et tout ça. Donc, il y a un exercice intermédiaire donc à la partie 2 qui permet de faire un récapitulatif de tout ce que vous avez vu avant et qui est assez pratique. Donc, c'est un repository GitHub que vous devez cloner et réaliser les directives qui ont été mises en place pour obtenir un résultat final. Donc ça, c'est l'application front-end que vous allez voir dans votre navigateur quand vous allez réaliser l'exercice. Et en cliquant sur le bouton test, vous devez valider toutes les indications qui ont été mises dans le quiz et trouver le résultat final. Donc, si jamais il y a une erreur, il vous affiche l'erreur en dessous et vous devez faire en sorte qu'il n'y ait plus d'erreur pour qu'il y ait une validation à la fin. Donc, l'exercice est un peu triqué parce que les directives ne sont pas bien explicites et même moi, j'ai pas vraiment réussi en fait à aller jusqu'au bout, mais j'ai réfléchi récemment et je crois que je sais d'où vient le problème parce qu'il vous dit que l'application retourne le produit créé quand vous le créez, mais il vous dit pas que vous devez retourner le produit. Donc je pense qu'il faut retourner le produit et après c'est validé, mais ça bloque à ce niveau-là. Dans la troisième partie, vous apprenez à faire la sécurité pour l'authentification, autant avec l'utilisateur que les connexions de l'utilisateur avec la base de données pour chaque connexion. Donc, de page en page, vous devez avoir une sécurité à l'aide d'un token. Et enfin, vous apprenez à utiliser des middleware, une notion qui est abordée au sein du cours, avec un exercice pratique qui est de sauvegarder des images dans votre serveur via un formulaire sur la page front-end. Donc ça, c'est pour le cours full stack. Pour le cours des API REST, on vous définit le pourquoi et le comment d'une API REST, l'histoire des API, de l'utilisation des données sur le web. Donc la deuxième partie, c'est là où vous faites les screencasts, la mise en pratique avec les exercices sur GitHub. Donc là où vous devez lire un projet GitHub, en créer un, le modifier et ensuite le supprimer. Donc c'est cette vidéo-là. Et en troisième partie, ça rentre un peu plus en détail sur les fonctionnalités et les possibilités techniques avec une API REST. Et les bonnes pratiques, les manières de créer et de concevoir une API REST. Donc ça vous sera surtout utile pour le projet 7, le projet suivant. Parce que là, le travail est déjà entièrement fait
Au moins, vous comprenez qu'est-ce qui a été fait dans le travail. Et quand je dis travail, je parle de la spécification technique où on vous met déjà en place les endpoints de l'API. Donc, on vous montre par la pratique comment créer un document explicatif d'une API en définissant les verbes, les endpoints, les fonctionnalités et les résultats et les paramètres de requête et les résultats de réponse de l'API. Donc, vous ne créerez pas l'API dans son entièreté dans ce projet, mais dans le projet suivant. Voilà qui est tout pour ce cours. Et enfin, le cours sur l'OWASP. La partie essentielle, c'est celle-là. Dans la première partie, on dit le pourquoi et le comment de l'OWASP, comment son histoire en gros. Et dans la deuxième partie, on liste le top 10 des sécurités recommandées par l'OWASP. Donc, il vous explique comment reconnaître une faille, comment la réparer et quels sont les enjeux à chaque étape. Donc, il n'y en a pas 10, mais il y en a qui sont agglomérés, il y en a qui sont un peu inutiles, comme celle-là, pour les développeurs web. Donc, les plus importantes sont les premières et sécuriser un environnement de développement. Et après, dans la dernière partie, elle n'est pas très explicite, c'est un peu vague et théorique, mais ça vous donne quelques exemples sur comment tester une application back-end. Donc voilà ma petite description pour les cours de ce projet. Maintenant, je vais passer aux ressources. Alors, l'objet de ce projet est la construction d'une API. Donc, qui dit API, qui dit back-end, et qui dit back-end dit sécurité. Mais vous, vous êtes voué à être développeur web et pas à être spécialiste de la sécurité. Parce que la sécurité, en général, ça englobe un domaine dans son entièreté. Et vous ne devez pas tout connaître en matière de sécurité, mais les éléments de base de la sécurité d'un serveur. À même titre que dans le design, vous ne devez pas être un expert du design, mais savoir quelques notions basiques du design. Donc, par rapport à la sécurité du back-end, vous devez au moins savoir comment construire un serveur web, un serveur de base de données, une API ou encore des communications sécurisées avec le protocole HTTP. Donc, par rapport aux autres projets de cette formation, les ressources de ce projet ne sont pas très variées. Il n'y a pas de webinaire, il n'y a pas de défi, il y a juste des documentations et des articles qui vous permettre de mener à bien le projet et de tenir rigueur de la spécification technique. Vous devez, pour la sécurité, utiliser des variables d'environnement. Donc, ce lien vous est utile par rapport à ça. Vous devez ne pas enregistrer les images qui sont uploadées par les utilisateurs sur votre serveur web. Donc, vous devez manipuler le fichier gitignore. Vous devez aussi maîtriser certains aspects du JavaScript, donc vous devez bien utiliser cet article. Par contre, les autres ressources ne sont pas forcément très utiles dans ce sens qu'elles sont déjà abordées dans le cours qui va vous aider à construire votre API, le client Python. Donc, je fais notamment référence à ces deux articles. La configuration de Multer, c'est déjà réalisé dans le cours de Full Stack, donc ça, c'est juste un complément d'information, mais qui n'est pas utile pour vous pour réaliser ce projet. Et aussi cet article qui est déjà abordé dans le cours de Full Stack, et donc on n'a pas vraiment de choses à rajouter, et cet article est juste un complément d'information à lui aussi. Cet article est aussi un complément d'information sur la notion des verbes de requête d'API. Enfin, l'utilisation d'Express. Express est un module qui a plus de 5 ans. Il a sa quatrième version et il y a beaucoup de fonctionnalités. Vous débutez, vous n'avez pas besoin de tout savoir, donc c'est à titre complémentaire d'information aussi. Donc si je dois faire le rapprochement des ressources avec la spécification technique, concernant le fichier gitignore qu'il faut savoir utiliser, on vous dit que le contenu du dossier image ne doit pas être téléchargé sur GitHub. Donc pour cela, vous devez utiliser le, vous devez savoir utiliser le fichier gitignore et donc le cours, la ressource sur la suppression des fichiers avec gitignore est utile. Euh, oui, en fait, de toute façon, cette ressource concernant les verbes ne fonctionne pas. Donc, vous devrez trouver un autre lien, mais je vous le mettrai en bas de la vidéo pour savoir utiliser les verbes d'une requête API. Et donc, vous devez renvoyer une réponse. Mais ça ne concerne pas les verbes, mais les codes d'erreur du protocole HTTP. Et par rapport à cet article sur les méthodes de tableau expliquées, vous en aurez besoin pour construire la route des likes, des sauces.
parce que vous devrez manipuler un tableau, un array JavaScript, et pour ça, vous avez vraiment besoin de savoir comment ça fonctionne. Vu que vous avez juste abordé le JavaScript dans le chapitre précédent, ça va un peu plus loin et ça aborde la notion vraiment essentielle de JavaScript, les objets qui sont des tableaux. Après, pour les variables d'environnement, c'est juste un moyen de sécuriser son application pour ne pas, si on le met sur GitHub, pour pas que des variables sensibles soient transmises directement dans les fichiers de notre code. Donc, on verra l'utilité de cet article quand je vais installer le projet avec vous, ce qu'on va faire juste après. Donc voilà, je viens de terminer l'explication de la mission, des coûts et des ressources. Donc, on va maintenant installer le projet ensemble. Mais avant de commencer à installer avec vous le projet, je voudrais vous faire une petite démonstration à travers le P5. Parce que dans le P5, on avait un back-end et un front-end, mais on n'a pas eu l'occasion de découvrir le code qui se cachait derrière le back-end. Donc, comme c'est sensiblement la même chose que on va créer tout au long de ce projet, je vais prendre le backend du P5 pour vous illustrer ce que vous serez amené à faire en créant un serveur Node.js agrémenté d'un module Express qui implémente donc l'API REST que vous devrez développer au sein de ce projet, le P6. Donc, dans un premier temps, je vous explique brièvement le code du backend. Dans un second temps, je vais charger le serveur Node.js pour voir comment il se comporte au démarrage. Puis, dans un dernier temps, je vais afficher le projet du P5 comme vous l'avez réalisé et voir les résultats dans la console concernant le serveur Node.js et l'API REST avec Express. Alors, la première chose que l'on fait pour créer un serveur Node.js, c'est de faire appel à un paquet NPM qui s'appelle HTTP et qui permet de lancer un serveur tout simplement. Après, on écoute sur ce serveur à un certain port. Par défaut, c'est le port 3000. Donc, il y a certaines parties du code qui permettent de soit chercher des variables d'environnement pour donner une valeur par défaut au serveur ou pour normaliser ou rendre la valeur d'entrée correspondante à ce qui est attendu par le serveur qui écoute. Il y a aussi une petite fonction en cas d'erreur sur l'écoute du serveur. Donc, à l'erreur, il exécute cette fonction et quand il écoute, il exécute cette fonction. Donc, voilà pour le démarrage d'un serveur Node.js. Donc, on voit qu'on fait appel à un script interne qui s'appelle app et qui est en fait notre module Express. Donc, on le fait charger dans le serveur Node.js qu'on a implémenté avec le package npm HTTP. Donc, quand j'ouvre le module Express, on voit qu'on charge le paquet npm Express et qu'ensuite, on l'exécute au sein d'une variable qu'on appelle app. On a d'autres paramétrages. Ça, c'est concernant les interconnexions entre les différents serveurs, parce que le HTTP fait en sorte que les connexions entre les serveurs soient sécurisées. Donc ça, c'est pour permettre qu'ils ne soient pas sécurisés. Ça, ce sont des middleware qu'on utilise pour agrémenter la requête avec des informations complémentaires. Et ça, on appelle ça une route. Alors, maintenant que j'ai fini d'expliquer le fonctionnement de mes deux petits fichiers serveur et app.js, je vais lancer les serveurs locaux. Je vais lancer les serveurs front-end et back-end. Donc, je vais lancer le serveur front-end d'abord. Donc, je me connecte sur le port 9000 et c'est celui-là. Donc, c'est la page d'accueil du P5. Et maintenant, je lance le serveur back-end npm start. Donc, il me le lance sur le port 3000. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais npm run start? En fait, il n'y a pas de script start dans mon package.json, mais Node.js a un comportement par défaut. C'est d'ailleurs pour ça que je fais npm start et pas npm run start, parce que Node a déjà un comportement par défaut pour cette commande, c'est-à-dire que par défaut, il va chercher un fichier qui s'appelle server.js pour lancer un serveur Node.js. Et si le fichier server.js existe à la racine du projet, alors en faisant npm start, il lance directement ce script, même si on ne l'a pas spécifié dans le package.json. Ensuite, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il fait? Donc, au lancement du script, lui, il arrive sur la page server.js. Il crée une instance du package npm HTTP pour créer un serveur avec cette instruction JavaScript et il écoute sur le port qui lui a été indiqué. Donc, s'il y a une erreur à l'écoute, il lance la fonction d'erreur et s'il n'y a pas d'erreur, il lance le script, la fonction d'écoute. Et la fonction d'écoute fait un console log et l'affiche dans le terminal.
Donc, il y a bien écrit listening on et port 3000. Donc, c'est ce qui se passe quand on lance le serveur et quand n'importe quel utilisateur souhaite faire une requête sur notre API. Il n'y a pas de log qui s'affiche dans le terminal, mais chaque connexion réalisée par un utilisateur alors que le serveur est déjà en train d'écouter se connecte directement à ce fichier, mais ne passe pas par ce fichier. Quand un utilisateur se connecte à notre API, il passe par cette instruction-là. Donc, s'il n'y avait pas notre module Express, il passerait par le module il passerait par le module npm HTTP. Mais vu qu'on a intégré dans notre module HTTP un module Express, du coup, il va lancer à chaque connexion d'utilisateur ce fichier. Donc, ce fichier, il crée une instance du package npm Express, il lance le module Express, il met dans une variable app, et après, en utilisant cette variable app, il utilise des middleware et des routes et d'autres fonctionnalités qui sont à sa disposition. Donc, si on veut juste vérifier ces dires, il me suffit de mettre des logs dans les deux fichiers. Alors, je suis un serveur Node.js et dans app log API Express. Donc, comme je n'ai pas NodeMon d'activer, npm start, je suis obligé de tout refaire à la main. Donc, on voit bien qu'on a notre petit message qui s'affiche à l'ouverture du serveur. Et lorsque je me connecte avec un utilisateur, je n'ai plus ce message qui s'affiche. Donc, à chaque connexion de l'utilisateur, lui, il arrive directement sur cette instruction qui correspond en fait à celle-là dans le fichier serveur JS. Donc, maintenant que j'ai fait une explication pratique, je vais faire une explication plus théorique sur la suite à l'aide d'une image que j'ai réalisée. Donc, quand je tape sur le navigateur, ça correspond à cette partie et tout le reste de cette architecture correspond à cette partie. Donc, quand l'utilisateur envoie une requête au serveur Node.js, le serveur Node.js, il utilise concrètement des contrôleurs. Les contrôleurs vont utiliser des modèles pour pouvoir envoyer des informations au routeur qui va faire une demande à la base de données. Il récupère les informations de la base de données et réalise la réponse au client. Donc, le contrôleur, c'est des fonctions, c'est juste des fonctions en fait qui vont utiliser un modèle de base de données, c'est-à-dire une manière de faire une requête à une base de données, soit enregistrer des informations, soit récupérer des informations, soit supprimer, soit modifier des informations. Le CRUD, comme on l'appelle, Create, Read, Update and Delete. Donc, c'est grâce à ce modèle que les fonctions sont capables de réaliser des interactions avec la base de données. Donc, quand la connexion est faite, toute cette logique est balancée au routeur qui réalise la gestion des verbes HTTP de l'API. Et grâce à ces différents types de verbes, il sait quelle action entreprendre, quelle fonction du contrôleur exécuter pour faire les appels à la base de données et récupérer les informations correspondant à la requête pour les renvoyer en tant que réponse au client. Donc, je vais mettre cette image sur le côté pour continuer l'exemple. L'explication. Donc, j'ai dit que cette instruction, ce sont les routeurs. Donc, il utilise un middleware grâce à la clé d'API use de Express. Et sur ce endpoint, il va chercher les routes qui sont correspondantes. Donc, les routes correspondantes sont dans un script local à cette adresse route./product. C'est ce fichier. Ce fichier a plusieurs endpoints par rapport à différents verbes HTTP. Et pour chaque verbe et endpoint, il associe une fonction du contrôleur. Le contrôleur, il le récupère ici et il associe les fonctions qui sont répertoriées. Donc, si je vais à cette adresse, contrôleur.product, j'ai une, deux et trois fonctions. Donc, c'est les trois fonctions que l'on avait dans le front-end de notre projet 5, c'est-à-dire récupérer tous les produits pour la page d'accueil, récupérer un produit pour la page des produits et envoyer un ordre de commande pour la page de confirmation. Donc, pour rappel, la page du panier ne faisait pas de requête à l'API parce que tout était enregistré dans le local storage, à part les informations sensibles qui étaient récupérées en faisant des appels sur get all product. Donc, ça ne marche pas le panier, ça ne marche pas parce que le projet n'est pas réalisé. Donc, en reprenant l'image et en faisant le parallèle,
Quand je suis ici, la requête arrive sur le serveur Express, sur le serveur Node Express, qui lui, en parallèle, qui va sur les routes, il va chercher les informations correspondantes pour réaliser l'action associée au verbe et au endpoint qui lui est demandé. Donc, il récupère les fonctions du contrôleur. Les fonctions du contrôleur pour récupérer le modèle qui est dans modèle, modèle.product. Ce modèle est un simple fichier JSON. Donc, si on regarde, c'est un array ici qui contient plusieurs objets qui ont les mêmes clés, color, name. Donc, c'est vraiment le projet qu'on avait dans le P5. Et il a deux fonctions associées pour récupérer tous les produits ou un produit en fonction de son identifiant. Donc, ils font appel à des promesses. Bon, c'est juste un exemple pour simuler une base de données, mais l'exemple est un peu pipé parce que, par exemple, là, il y a quelque chose qui a été stringifié et tout ça pour pouvoir utiliser des promesses et simuler en fait une connexion à MongoDB ou un serveur distant. Mais l'objectif est là. Il peut récupérer des données et un ensemble de données ou une donnée en particulier. Donc, le contrôleur récupère ce modèle pour effectuer les fonctions qui lui sont associées. Donc, pour récupérer tous les produits, pour récupérer un produit en particulier sur la page des produits, ou pour simuler la création d'un produit sur le serveur avec une requête qui est retournée en 201. Donc, si on regarde attentivement, qu'est-ce qui se passe ici? Il crée un array qui sera l'ensemble des produits qui ont été ajoutés au panier. Il fait une boucle sur l'ensemble des produits. Il crée une promesse, rejette la promesse, jamais le produit n'existe pas. Là, il simule l'enregistrement de l'image sur le serveur. Il le met dans produit, mais il n'y a pas d'image en fait. Et après, il résout la promesse. Donc, une fois que la promesse est résolue, on arrive ici et il rajoute donc la promesse dans l'objet qui est rien. Après, juste après, il fait un promesse all sur toutes les promesses pour les résoudre toutes en parallèle. Et sur cette ligne, il crée un numéro de commande, il enregistre et il renvoie une réponse en disant que un produit a bien été créé et il retourne le numéro de commande exactement comme on avait lorsqu'on appuyait sur le bouton dans le panier, confirmer la commande, on recevait exactement cet objet-là. Donc là, on est dans le contrôleur qui est utilisé dans la route avec cet appel-là, avec ces appels-là, ce genre d'appel. Donc voilà, je voulais vous le montrer en pratique avant de passer à l'installation. Comme ça, vous êtes un peu plus immergé dans le projet, mieux vous immerger dans la suite de ce qu'il y a à faire. OK. Donc pour démarrer le projet, c'est pas compliqué. Il faut, comme d'habitude, créer un repository pour notre projet. Donc, je l'appelle P6, hein, je ne prends pas la tête. Toujours la même question, est-ce qu'on crée un fichier ou non? Moi, je recommanderais de jamais en créer, mais comme la plupart du temps, on doit créer un fichier gitignore pour ne pas avoir à le faire nous-mêmes. Donc, autant le créer, le readme en même temps. Donc voilà. Et puis si on veut prendre les commits d'un autre repository, en général, on va sur l'autre repository et on clique sur fork et ça fait le travail. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter outre mesure concernant ce sujet. Donc je vais télécharger les ressources aussi. Je vais aller dans l'espace de travail concerné et donc je prends le lien SSH. Vous pouvez le faire avec GitHub Desktop ou pas. Mais le lien SSH, il vous permet ensuite de pouvoir écrire sur votre repository, parce que si vous prenez le lien HTTP, vous ne pourrez que lire votre repository. Je ne vais pas le renommer, je le laisse en tant que P6. Je regarde ce qu'il y a ici. Je vois qu'il y a plein de dossiers, donc je me place dans P6 que je viens de créer. Je regarde dedans, j'ouvre dans le dossier, il existe déjà. Donc c'est celui-là. Je les mets au bon endroit pour que ce soit facile d'accès pour tout le reste du développement. Donc je vais télécharger les ressources, je vais faire le premier commit pour la branche main et ensuite je passerai sur la branche dev. Là je crée, comme c'est les ressources spécifications techniques et step by step, du coup je les mets dans un dossier underscore
Il n'y a pas besoin de faire plus de description. Et pour la branche main, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc, j'ai le statut. Je vois que je mets dossier dans score. Après, je peux aller sur une autre branche. Donc, je fais jcheckout-b pour créer la branche et me déplacer directement. Develop. J'ai une branche, je vérifie que je suis sur la bonne branche. Oui, je suis bien sur Develop. Et maintenant, je vais cloner le front-end. Je vais l'installer et tout. Donc, git-clone. Je l'appelle front. Le back-end, je vais chercher dans mes repositories le travail que j'ai fait sur le cours de full stack. Et je vais cloner ce travail pour en faire la base de ma mission du P6. Donc, je vais installer le front-end. Je me déplace dedans. npm install. Donc, je rappelle, npm install, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le fichier package.json et il installe les dépendances. C'est ce qu'il fait. Quand je fais npm install, on installe les dépendances. Voilà. Il manque le S ici. Donc, au niveau du backend, je fais la même chose. Je crée une nouvelle fenêtre. Je vais au-dessus, je fais git clone, je colle ça et je l'appelle back. Si je reviens ici, il n'a pas fini. Donc, je me déplace dans le back. Lui aussi, je fais npm install. Que pareil, il y a un fichier package.json. Et je peux retourner en arrière. Donc, je peux lancer le npm start. Donc, npm start, qu'est-ce que ça fait par défaut? npm start, Node.js, par défaut, il va chercher un fichier qui s'appelle server.js. Et c'est ça que cette commande fait par défaut. Parce que si on regarde mon fichier package.json dans le back-end, il n'a pas... Ah, si, il a... Mais s'il n'en avait pas, par exemple, si je supprime ça, je crois que j'ai mal... si je fais ça, et que je lance npm start, il va quand même lancer dedans. C'est ça qu'il fait par défaut. Donc, je remets mon script. Et là, il lance Nodman. Tout à l'heure, il n'avait pas lancé. Donc, c'est bien la preuve que c'est ça qu'il fait. Et il lance mon serveur. Donc, c'est l'exercice que j'avais du cours. Si je regarde mes commits qui sont bien réalisés, j'avais déjà d'ailleurs utilisé ce repository pour faire le quiz du P2. Donc, comme c'était bien, les commits sont bien faits, j'avais pris celui-là pour faire cet exercice. Donc, je retourne dans le front-end, il est fini d'installer. Du coup, je peux le lancer. Donc, si je regarde dans les fichiers du front-end, le package.json, les scripts, j'écris script start qui me convient. Donc, npm start. Donc, il va me compiler l'application Angular et me dire sur quel port le lancer. Donc, je peux fermer tout ça. Je peux fermer ça aussi. Donc, le port 3000. Donc, je vais ouvrir VS Code. Je vais à la racine de mon projet. Donc, je vais travailler dans le backend. Je vais mettre app et serveur en haut. Et je vais aussi ouvrir la spécification technique et le step by step. Je vais les déplacer en bas. Comme ça, ils seront toujours facilement accessibles. Si je veux savoir comment fonctionne l'API, donc en get, je peux avoir les sources en get. Donc, je suis censé aller sur cette adresse pour avoir les sources. Mais comme c'est le projet du cours, on n'a pas encore ces routes. On va devoir les créer juste après. Donc ici, il me dit de lancer la localhost 4200. 4200, on vérifie que le front-end fonctionne bien.
OK, il est bien installé, il fonctionne bien. Donc, dans le cours de full stack, on avait créé des utilisateurs nous-mêmes. Donc, je le crée, sauf qu'il ne peut pas charger cette page parce que là, il veut aller sur cette adresse-là, mais dans mon backend, je n'ai pas encore créé ce chemin-là. Donc là, c'est le front-end, hein, mais le front-end, lui, il va envoyer une requête au backend euh, à cette adresse-là. Et du coup, elle n'existe pas encore, et du coup, ça fait planter l'application, et ça fait ressortir une erreur Corse qui dit qu'il ne reconnaît pas en fait cette URL, et du coup, cet échange de données n'a pas été accepté parce qu'il n'a jamais pu entrer dans une requête, et du coup, il n'a jamais rencontré ça non plus. Bon, donc maintenant que tout est installé, ce que je peux faire, c'est faire un commit préventif. Donc, je finis mon installation, je suis content. Donc, je regarde d'abord dans quel état est mon repo. OK, il y avait bien mes deux dossiers qui ont été faits, donc, enfin, qui ont été apportés en modification à mon dossier. Dépôt embarqué. Ah, OK. Donc, ça me dit qu'il y a des sous-repositories. Et typiquement, quand il voit d'autres repositories à l'intérieur de son repository, il fait un message comme ça qui dit que soit on l'accepte en tant que sous-module, soit lui, il ne va pas le considérer. Donc du coup, je vais le supprimer dans le terminal. Donc je suis à la racine, donc rm-rf, R c'est récursif, F c'est force. Donc je vais dans le front, je supprime le dossier.git et je vais faire la même chose pour le back. Et je relance mon npm add git stature. Donc ça a bien été ajouté, un petit git commit. Donc pour la suite, il y a un plugin de VS Code qui vous sera grandement utile pour cette étape. Il accélère un peu plus le travail, il n'est pas indispensable, mais multiple cursor vous permet d'aller un peu plus vite. Donc, vous pouvez le faire quasiment la même chose, sauf qu'il ajoute un petit truc en plus, c'est que quand on sélectionne plusieurs éléments, il prend les éléments, quel qu'en soit leur casse. S'il y a un E majuscule, s'il est tout en majuscule ou s'il est tout en minuscule, il va tous les sélectionner. Et quand on va taper, il va faire la modification dans la même case qu'il était auparavant. Donc, ça permet de modifier, de copier un projet qui était à droite, de le mettre à gauche, de changer juste les noms et d'aller très vite en fait en faisant ce travail. Donc multiple tac tac tac, vous le mets dans les descriptions de la vidéo pour vous permettre d'aller un peu plus vite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Que dans le fichier serveur, on n'a rien à toucher parce que pour l'instant, tout ce qu'on veut faire, c'est faire fonctionner l'application. On voit que le serveur il tourne bien. Et nous, on veut que les routes en fait, de notre mission là, elles soient implémentées. Donc, tous les anciens noms, on va essayer de les modifier. Donc, tout ce qui correspond à stuff, on va le modifier. Et donc, on avait deux routes hein, avant, on avait user et stuff. Maintenant, on aura user et sauce. Donc, là, ils sont tous en minuscules, donc il n'y a pas de problème. Je vérifie bien l'orthographe. Donc, c'est sauce au pluriel. Très bien. Donc là, on voit que c'est un fichier qui va rechercher. Donc, il faut aussi modifier les fichiers maintenant. Donc, sauce. Un modèle aussi. Donc, il y avait un objet tank que je vais du coup maintenant appeler sauce. Là, je ne vais pas le faire tout de suite. OK. Donc, j'ai expliqué plusieurs fois ça, hein. Il y a l'application qui utilise des routes. Les routes utilisent le contrôleur utilise le modèle. Donc là, j'ai modifié l'application. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses à modifier. Très bien. Donc, je peux aller sur la route. La route, je vois que j'ai stuff ici. Je vais essayer de sélectionner plusieurs fois la même.
tout ce qu'il y a en termes de stuff. Donc, je le mets sauce au pluriel. Il n'y avait pas de cas de majuscule particulier. Très bien. Là, je vois que j'ai des things. Je vais les appeler des sauces. Donc, je garde la notation camel case. Très bien. Et ça m'a l'air bon. Donc, maintenant que j'ai fait l'application, la route, je fais le contrôleur sauce. Lui, je vais donc maintenant modifier son nom, sauce aussi. Donc, tous les things, je vais les remplacer. Donc, est-ce qu'il a pris les minuscules aussi? Non, il n'a pas pris les minuscules. Donc, quand il fait ça, en fait, la première fois qu'on fait CTRL-D, il y a plus ça qui s'affiche. Et on peut cliquer ici et revenir avec en laissant la touche, le doigt enfoncé sur CTRL et en cliquant. Je recommence. Hein. CTRL-D, il y a ça qui s'affiche. Je clique ici pour enlever ça. Et je reviens ici. Ça ne marche pas toujours, c'est chiant. OK. Et donc là, on voit qu'il prend les things en minuscule et en majuscule. Il prend tout. Et j'appelle tout ça sauce. Donc on voit que les minuscules sont conservés, les majuscules sont conservés aux bons endroits. Donc franchement, ça enlève quelques, quelques soucis dans la tête qu'on pourrait se poser. Est-ce que j'ai bien tout modifié ou pas? C'est vraiment pas mal. Donc là, je vois que j'ai un autre truc stuff qui est resté. Je vais le changer en sauce. Je vais vérifier qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, non, il n'y en a pas d'autre apparemment. Sauce. Get all sauces. Je reviens sur ma route pour m'assurer que ça correspond bien à ça. Get all sauces. Ça correspond à rien. C'est une erreur que je sais pas. Très bien. Donc, je sauvegarde. Ici, très bien. Ça m'a l'air tout bon. Et je vais enfin dans le modèle que je renomme directement en sauce. Donc les modèles, on les nomme toujours avec un S majuscule. C'est des objets à part entière. Donc par convention, les objets, on les nomme en majuscule. Donc sauce et tous les things, je les nomme aussi sauce. Donc il n'y en a que deux. Sauce, très bien. On va devoir changer le modèle aussi. Donc je pense que ouais, il le donne ici. Donc je ne vais pas me prendre la tête, hein, je vais copier tout ça. Tac. Je le colle ici. OK, il me l'a mis en ligne. Donc j'essaye de trouver un truc qui serait unique et qui est positionné au bon endroit pour pouvoir tout sélectionner et, et pouvoir faire le travail sans me prendre la tête le plus rapidement possible. Donc j'appuie Entrée, tout est passé à la ligne. Si je fais CTRL droite, il va sur le prochain espace. Shift fin, je supprime, il ne me reste que ça. Super. Donc je peux copier ça. CTRL Z, CTRL Y. Je rajoute ça. Parfait. Il y a lui aussi que j'aurais voulu rajouter ça. Très bien. Et voilà. Hein. Donc je copie ça. Je le mets ici. OK. On vérifie les types. Donc string, 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 string. Il y a hurt, like, dislike, qui sont des numbers. Hurt, like, dislike, et les autres qui sont des heurés. Donc ces deux, c'est des heurés. Pour les heurés, on fait comme ça. Les likes et les dislikes, c'est comme ça. Donc number, très bien. Voilà.
Donc, il manque un truc ici, mais je vous le montre un peu plus après. Très bien. Donc, normalement, tout est bon. Donc, si je veux check, alors, il dit qu'il y a une erreur. Cannot find model source dans le contrôleur. À la ligne, où il me dit, bizarre. Alors, c'est sauce avec un S, du coup, toi aussi. Hop. Alors, j'ai oublié de mettre mon petit S. Donc, il me refait encore le même problème. J'enlève ça, je vais là. Ouais, il m'a pas pris les petits. Ah, c'est vrai que c'est pénible, hein. Ok, il prend les petits. Et je rajoute un S à la fin. Je sauvegarde. Je suis content. Toujours pas content. Root get recurrent callback function by code and objects. Et tu me dis pas où. Donc, root sauce ligne 20. Root sauce ligne 20. Get all sauces. Donc, ça, c'est censé être une fonction. Get all sauces. Il s'appelle pas comme ça. Non, il s'appelle pas comme ça. Ah, j'ai mis deux S sans faire exprès. Ok, le serveur tourne bien. Il se connecte bien à MongoDB. Donc, on reteste, hein. Ah, tac, tac. Donc, ok. Bon, j'avais déjà une base de travail, hein. Donc, ça, c'est ce qui est dans ma base de données, MongoDB. Donc, si je vais sur MongoDB, je vais voir les traces de ça. Donc, l'application, si je clique dessus, je vois que j'ai des données qui viennent de mon backend, enfin de ma base de données. C'est bizarre que ça prenne autant de temps parce que ça n'a pas pris de temps pour charger ça. Enfin bon. Donc, on voit bien que j'en ai trois et c'est les trois qui s'affichent sur la page. Donc, le truc, c'est que qu'est-ce que vous aurez à faire après? Donc, on peut rajouter une sauce normalement déjà à partir de ces infos. Donc, puisque on a renseigné le nouveau modèle de la base de données. Can we property of an informative message? Donc là, je pense que c'est une erreur qui vient de mon exercice à moi-même. Donc, vraisemblablement, c'est dans contrôleur au moment où je crée la sauce. Donc, modify, get, create sauce. Donc, dans le terminal, je une erreur. Syntax undefined. Contrôleur, sauce, ligne 6. Ok, ça ne dit pas plus. Mais en tout cas, lui, c'est le front-end. Et il dit qu'il arrive. Cannot read property of undefined reading message. Donc, il essaie de lire un truc qui s'appelle message et qui n'arrive pas à trouver. Donc, vraisemblablement, ça viendra de là. C'est les réponses. Res, c'est la réponse. Quand on a sauvegardé, on envoie une réponse. Et dans cette réponse, il est censé trouver un message, je sais pas. Donc, si j'appuie encore, donc bon, l'erreur apparemment, ça vient de ça. Donc, je regardais sur les posts. D'ailleurs, j'ai pas. Ok, je m'embrouille un peu. Ok, d'abord, donc j'ai fait le modèle. Maintenant, je vais faire les routes. Donc, les routes, il y a deux routes pour le user. Donc, le user, c'est ça. Et si je vais sur la route de user, donc on est bien dans API Hosts.
Et la suite, c'est sign up and login. Donc, pour l'instant, c'est bon. Ensuite, pour les sauces, donc il y a deux gets. Il y a un post, un put, un delete. Donc, il y a deux posts, un put et un delete et deux gets. Donc, j'ai deux get ici, un get pour l'accueil, un get pour une sauce. J'ai un post pour envoyer une information. J'ai un put pour supprimer, un put pour delete. Le put, c'est bien ça, activité. Le delete aussi, c'est pareil. Et donc, il me manque juste le second post. Le second post, ça serait donc plus ça à la fin. Donc, je rajoute ça pour le second post. Et je vais dire like sauce. Tac. Je le crée dans le contrôleur. Je vais à la fin. Je vais dupliquer ça. Like. J'ai mis un S. Ouais, on va le garder avec un S. Et on va rien faire de particulier. On va juste mettre un log à l'intérieur dans la route, dans le contrôleur de la route like sauce. Voilà. Au moins, si j'arrive par là à un moment ou à un autre, je saurai que c'est ce message qu'il fait. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le post pour sauvegarder une. Donc, il me dit que dans la requête, il envoie cet objet. Et moi, c'est ça. Là, il manque, il y a un S en trop. Du coup, ok, c'est bon. Ok, on n'a plus la même erreur. Donc là, il me signale une erreur en me disant que source validation failed, dislike. Path dislike is required, like, path like is required. Donc apparemment, il y a un problème avec like et dislike. Et il me dit que c'est required. Donc là, effectivement, quand j'ai envoyé les données, il n'y a rien concernant les likes et les dislikes. C'est pas moi qui fais le front, hein, mais visiblement, c'est pas moi qui ai rempli ces données de likes et de dislikes. Et donc, juste pour vous dire, hein, les trucs de like et de dislike, c'est quand on clique sur ça et sur ça. Donc, c'est 3, par exemple, likes et 2 dislikes. Donc, c'est vraisemblablement pas quand on crée notre sauce piquante qu'on doit le définir. Donc, on va aller dans modèle. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il manquait quelque chose. Et bien, c'est ça. Donc, il faut en fait rajouter une valeur par défaut à hits, like et dislike. Bah non, hits, il n'y a pas besoin parce qu'il y aurait une valeur qui sera mise ici. Donc, juste like et dislike. Donc, default, il suffit juste de mettre ça. Et on met 0 à la base. Voilà. Tac. Si je sauvegarde et que je relance, du coup, ça s'affiche bien. Les données sont bien envoyées au backend. Je peux les même vérifier dans mon backend si je réactualise le refresh. Ça prend pas trop de temps. OK. Donc, j'ai mon dernier qui s'appelle il a 3 étoiles. Il a 3 hits, je veux dire. Donc voilà. Et si je clique sur ça, je reviens là. Je clique sur ça. Non. Alsace. Je reviens. Ok, il y a comme un bug sur celui-là. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Si j'actualise, que je reviens, peut-être ça marchera. C'est bizarre. Je vois pas pourquoi ça ferait ça. Non, bizarre. Dans la console, erreur. Can you provide the design reading find? Ouais, bizarre, bizarre, bizarre. Donc, je vais juste la supprimer, comme ça, au moins l'erreur ne sera plus là. Delete.
Si j'en recrée une autre, je sais pas, il doit y avoir... Ah, ah, la chose, je suis tombé dessus. Il manquait un D. Du coup, c'est sûr que le front-end, s'il devait tout vérifier, ça ne devait pas marcher. Donc, je vais supprimer celui-là aussi. Ok, donc si je retourne là et que j'en crée un nouveau du coup maintenant, ça va fonctionner. Tac. Ok, donc c'est ça que je voulais montrer. Donc quand vous êtes l'auteur de la piquante sauce piquante, vous avez ces boutons qui s'affichent parce que vous avez un user ID de la sauce piquante qui correspond à votre user ID qui est enregistré dans le user. Et si c'est pas votre sauce, ben, du coup, vous n'avez pas ces boutons qui s'affichent. Donc ça se fera automatiquement si vous avez bien fait l'exercice du cours full stack. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, la seule chose que vous avez à faire du coup, c'est implémenter cette fonctionnalité-là que vous retrouvez du coup dans la spécification technique. La spécification technique, c'est ça là, cette partie. Donc quand on clique sur ça ou sur ça, plus le pouce en l'air ou le pouce en bas, on a la description ici qui dit que définit le statut like pour le user ID fourni si like est égal à 1. Donc quand on clique sur le pouce en l'air, ça envoie 1. L'utilisateur aime la sauce. Si like est égal à 0, il aligne son like ou son dislike. Donc on ne peut pas à la fois liker et disliker. Si on a liké et qu'on veut enlever son like, on est obligé de cliquer dessus comme ça. Donc là, je suis sur le contrôle, je n'ai pas encore géré cette fonctionnalité. Donc c'est pour ça que ça me fait ça. Et donc si on dislike, on enlève le pouce vert, le pouce en bas. On met un pouce en bas, en cliquant, ça envoie au serveur -1. Donc quand on est dans notre contrôleur ici, tout en bas, là, dans like sauce, on doit gérer en fait ce cas-là, à savoir est-ce que le paramètre de la requête, donc celui-là, là, ID, est égal à 1, 0, -1, et on doit savoir est-ce que dans le modèle, je vous laisse réfléchir, lire tout ça, et comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, comment traiter. C'est le seul travail que vous avez à faire en fait dans tout le projet, donc je vous laisse faire ça. Donc voilà pour l'installation du projet. Je vais peut-être parler des ressources que je recommande en plus du multiple curseur plugin de VS Code. J'ai quelques outils à vous conseiller.